Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet de taille, à savoir l'isolation et les cloisons, et plus précisément à la structure métallique qui va servir de base à toute la suite. Car avant de pouvoir mettre l'isolant, de passer les câbles, les conduits de plomberie et surtout mettre les plaques de plâtre, il va falloir constituer toute l'ossature dans l'appartement. Isolation des murs, de la toiture, le faux plafond et les cloisons internes. Va clairement y avoir du boulot, alors commençons sans plus tarder. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'utilise cette méthode? Pourquoi le placo? Eh bien, c'est très simple. La première, c'est que je vais avoir beaucoup de ce qu'on appelle des réseaux à passer dans les murs. Donc que ce soit réseau électrique, réseau sanitaire, évacuation comme apport de l'eau. Bref, j'ai beaucoup de choses à faire passer et à dissimuler en fait dans le résultat final. Donc déjà, de doubler mes murs pour pouvoir passer tous ces éléments-là, ça va être super pratique. Il est aussi possible de faire ce qu'on appelle des saignées, des genres de tranchées dans les murs pour passer tout ça, mais c'est beaucoup plus de travail à mon sens. Et surtout, l'état des murs est pas terrible de base. Donc moi, j'ai fait le choix de tout redoubler en placo pour avoir un résultat qui soit lisse, propre, net, bref, qui soit bien fait. Et pour réaliser des murs en placo, ça va prendre certes un peu de temps, mais c'est assez facile et ça se passe en 4 étapes. La première étape, ça va être l'ossature. Je précise métallique car il est aussi possible de réaliser une ossature en bois, mais en France c'est quand même plus courant de voir des ossatures en métal parce que c'est très rapide à faire, c'est plutôt léger et assez solide au final. La deuxième étape, c'est l'isolation. C'est là où on va venir mettre l'isolant derrière ou entre l'ossature pour avoir bien chaud en hiver quand il fait bien froid dehors. La troisième étape, ça va être de venir visser toutes les plaques de plâtre sur l'ossature. Et les plaques de plâtre, qu'on appelle aussi le placo parce que il me semble que c'est une marque et c'est un peu tombé dans le vocabulaire commun, c'est comme frigo qui à la base était une marque, maintenant c'est devenu un nom commun. Donc le placo, et pas n'importe lequel, ça va être du BA13. Pourquoi BA13? Pour bord aminci 13 mm d'épaisseur. Et on verra plus tard pourquoi des bords amincis exactement. Et enfin, la quatrième étape, ça va être les joints. Parce que pour que ce soit propre, entre les plaques, il va falloir mettre du joint, poncer, enfin voilà, tout un truc qui fait qu'à la fin, on aura vraiment une surface parfaitement lisse et on ne pourra plus deviner où étaient les joints entre les plaques. Et aujourd'hui, c'est bien l'ossature qui nous intéresse. Une nouvelle question après qu'il faut se poser, c'est dans quel ordre je vais venir isoler tout ça. Là, j'ai fait très simplifié, une maison qui en plus correspond bien à l'appart que j'ai actuellement avec le rez-de-chaussée, le premier étage sous les combles. Et bien après avoir arpenté de nombreux forums, il n'y a pas vraiment de réponse parfaite, mais le principe que j'ai choisi de retenir moi aujourd'hui, c'est le suivant. En premier, je vais isoler tout ce qui est les murs extérieurs. Donc dans cet appart, ça va être les deux murs avec les fenêtres. Ensuite, je vais réaliser tout ce qui est l'isolation en toiture. Comme ça, en fait, je vais créer une espèce de coque totalement imperméable, pas vraiment imperméable, mais plutôt isolé de tout l'extérieur, pour ensuite travailler sur les isolants intérieurs. Il faudra évidemment que je fasse attention, en fait, aux jointures entre la toiture et les murs périphériques pour éviter d'avoir des ponts thermiques et que ici, en fait, le froid puisse venir s'infiltrer entre les isolants. Une fois que j'aurai fait tout ça, je vais m'attaquer au plafond de la mezzanine, donc la pose du faux plafond qui se fera entre les murs qui ont déjà été isolés sur les parties extérieures. Et une fois que j'aurai fait ça, il ne me restera plus qu'à faire mes cloisons intérieures qui viendront du coup du sol jusqu'au faux plafond et se fisser directement dans le faux plafond. Ensuite, nouvelle question à se poser. Quelle sera l'épaisseur de chacune de ces cloisons et donc de l'isolant qui va se cacher dedans? Pour ça, ça va dépendre évidemment du degré d'isolation que l'on souhaite. Il va y avoir plein de paramètres en jeu, mais je ne suis pas vraiment expert et après avoir beaucoup tourné sur les forums, je vais juste vous expliquer ce que moi j'ai décidé pour ici et les raisons qu'il y a derrière. Primo, pour les murs extérieurs. Ici, j'ai de la brique creuse avec une couche de plâtre par-dessus, donc c'est quelque chose qui est pas très isolant, et c'est pas de la brique creuse moderne qui est un peu isolée, tout ça, c'est vraiment le vieux truc des années 50, 70, je sais plus quel est l'âge de ce bâtiment, donc pas vraiment d'isolation. Par-dessus, je vais donc devoir mettre une plutôt bonne épaisseur d'isolant. Et pour des raisons économiques sur ce chantier, j'ai choisi d'utiliser de la laine de verre. Donc en sachant ça, j'ai été chercher isolation par l'intérieur d'un mur avec de la laine de verre, et la recommandation que j'ai trouvée, c'était une épaisseur de 140 mm. Parce que oui, toutes les épaisseurs de laine se font toujours en millimètres et pas en centimètres, faudra s'y faire. Donc c'est de la laine de verre 140 que je vais utiliser sur ces murs. Ensuite, pour tout ce qui est les murs qui ne donnent pas vers l'extérieur mais vers des appartements mitoyens, là ici le mur est plutôt épais mais c'est pas non plus isolant à 100% du côté phonique. Donc l'isolant pour ce type de cloison, lui le plus fin est à 45. Et 45, c'est l'écart entre le rail le plus fin qui existe. Ainsi, en remettant quand même une couche d'isolant par-dessus le mur mitoyen, je m'assure qu'il n'y ait vraiment aucun bruit qui passe entre les appartes. C'est du confort, mais moi j'aime ça. Ensuite, je vais mettre de l'isolant sous le plancher parce que sinon ça fait un peu caisse de résonance, c'est-à-dire que quand on va marcher au-dessus, il va y avoir beaucoup de bruit qui va passer. Donc, par souci de confort phonique, je vais mettre de l'isolant de
200. Et là, pourquoi 200? Simplement pour un gros confort. C'est de la laine aussi qui est assez standard, qui se trouve très facilement à bas prix. Et ça me laisse quand même assez d'espace en dessous dans mon faux plafond pour faire passer mes réseaux électriques, de mettre des spots si besoin, des appliques, etc. À l'étage, sur les cloisons mitoyennes, pareil, ça va rester du 45 pour éviter qu'il y ait trop de bruit qui passe avec le mur de voisin. Et en dernier, et pas des moindres, il va s'agir de l'isolation de la toiture. Pour ça, pareil, il y avait plusieurs épaisseurs différentes, à savoir que forcément, plus on rabaisse le plafond et plus l'espace qui reste où on peut rester debout entre les deux se rétrécit. Donc là, il existe tout un tas d'isolants différents. Moi, ce que j'ai choisi et qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix en termes de efficacité énergétique et avec le budget le plus restreint, ça va être une isolation en double couche de laine de verre. Et pourquoi double couche? C'est qu'on va avoir une première couche en fait ici entre les chevrons. Ici, moi, ils sont de 8 cm d'épaisseur et parce qu'il faut toujours laisser 2 cm de lame d'air pour avoir une bonne aération de la toiture, parce que s'il y a un peu d'humidité stagnante, des choses comme ça, c'est bien que l'air puisse continuer à circuler, parce que là, vu avec ce genre de tuiles, l'air peut continuer à passer. Des fois, je sens des petits courants d'air, trucs comme ça, c'est ça qui fait que c'est pas très bien isolé. Donc, on enlève 2 cm de lame d'air, ça laisse 6 cm d'épaisseur. Donc, j'aurai une première couche de laine à 60 entre les chevrons, et ensuite, ma seconde couche va venir se placer en dessous, et là, moi, je vais partir sur du 200. Ça veut dire qu'au final, j'aurai du 200 plus 60, ça va faire une grosse épaisseur de laine, qui va être très isolant et super agréable, que ce soit en hiver, mais aussi en été pour éviter à la chaleur de trop passer. Après, comme j'ai déjà dit, il existe une multitude de manières d'isoler une toiture. Moi ici, celle que j'ai choisie, c'est uniquement parce que de base dans mon budget, j'ai pas prévu d'avoir une mezzanine. Et quand je voulais isoler la toiture, je voulais juste isoler des combles perdus et je pensais pas pouvoir créer une pièce ici initialement. Ce qui fait que le budget que j'avais pour le reste de l'appart, j'ai dû le restreindre un peu plus pour pouvoir créer un espace et cette belle mezzanine qui va naître ici. Donc, budget serré oblige, je suis parti sur uniquement de la laine de verre pour ce chantier. Alors pour calculer les quantités dont j'avais besoin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon petit plan 3D que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans cette série et j'ai simplement modélisé l'intégralité des rails, des fourrures, des montants, de tous les éléments dont j'ignorais les quantités à commander. Ouais, ok, je me suis un peu trop chauffé, mais j'ai réussi à tout remodéliser aux dimensions exactes pour être sûr que en fait j'ai pas de delta, je voulais pas en commander trop. Normalement, j'estime un peu à la louche ce que j'ai besoin en comptant deux montants tous les 60 cm par exemple, mais là vraiment je me suis dit je ne veux aucun excédent, je veux être parfait pile poil et prévoir une toute petite marge. Je crois que de mémoire j'ai dû en commander arrondir à 5% supplémentaire. Donc voilà, je me suis dit plutôt que s'embêter, je me suis beaucoup embêté, j'ai tout modélisé et j'ai compté ou calculé toutes les quantités qu'il me fallait pour chacun des éléments. Alors pour connaître tous ces trucs là, moi j'ai regardé beaucoup de tutos, beaucoup de vidéos de rénovation pour savoir déjà un peu comment ça se faisait. Et ensuite, une fois que j'avais à peu près les quantités, les trucs par rapport aux articles de forum, tout ce que j'avais pu voir, j'ai calculé donc les différents prix. J'ai été voir sur plusieurs fournisseurs quels étaient les prix recensés. Pour la majorité, c'est souvent sur Leroy Merlin, moi, que je trouvais, mais il y en a d'autres. Et il se trouve que après, pour l'isolation, par exemple, j'avais finalement fait un mix de plusieurs fournisseurs parce que des fois, il y en avait qui étaient moins chers. Donc, j'ai pas de préférence particulière. Ça me faisait les totaux, j'avais les liens. Et quand je faisais mes commandes, au moins, c'était beaucoup plus pratique pour suivre les quantités et ne pas se tromper pour les livraisons, parce que le pire, c'est soit d'avoir vraiment pas assez et de devoir recommander une deuxième fois, ou alors d'en avoir beaucoup trop, de ne plus savoir quoi en faire et de devoir le rapporter plus tard. Bref, c'est une galère, donc je vous recommande vraiment de vous faire un petit Excel comme ça, avec toutes les fournitures dont vous avez besoin, c'est vraiment capital. En attendant de recevoir les différents éléments, j'ai utilisé quelques rails que j'avais sous la main pour tracer tous mes repères au sol en suivant les plans à la lettre. Et c'est aussi histoire de vérifier les longueurs définitives de chaque cloison, car il arrive qu'il y ait quelques variations entre le plan 3D et la réalité, même s'ils ont été très méticuleux pour les réaliser. Donc il faut être super précis, car une fois les cloisons en place, c'est plus difficile s'il manque quelques centimètres pour caser, je sais pas moi, des meubles ou un escalier, donc on est très patient et très précis. Et ça y est, c'est le grand jour de la livraison du placo et des rails. Je suis toujours un peu stressé avec ces livraisons clés, car s'il en manque, je n'ai pas de véhicule pour aller en rechercher et c'est vraiment la tuile. Et puis il faut aussi que j'anticipe la place pour stocker les fournitures. Heureusement, là, j'ai un super grand garage pour y mettre tout ce bazar, c'est super pratique. Et l'avantage de devoir rentrer tous ces trucs à la main, c'est que moi ça me fait ma petite séance de sport du jour. Et pendant la saison des raclettes, c'est vraiment pas du luxe. Et là, je dois rentrer toutes mes demi-plaques de placo, mais il faut pas que je fasse ça n'importe comment parce qu'il faut quand même que je puisse accéder à tout ce qu'il y a derrière, laisser le passage libre, mais en même temps, il faut pas que ça prenne trop de place. Donc voilà, c'est un peu un jeu d'optimisation. C'est pas toujours simple, mais je pense que pour une fois, je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai même fait un petit muret avec une palette et un étai, on sait jamais. Et ça passe, oui, voilà. Au chaud pour l'hiver.
Et on attaque sans plus tarder avec l'ossature de la toiture, qui a besoin d'un bon coup de dépoussiérage avant quoi que ce soit. Car après des décennies, il y a une bonne grosse couche de poussière bien noire, miam miam miam. Eh ben... Bon, alors là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai commencé à mettre les premières suspentes de part et d'autre de la toiture, et pour être sûr que ce soit bien droit en fait, j'en ai mis une première que j'ai vérifiée avec une équerre pour être sûr que ce soit bien perpendiculaire à la toiture, et avec un mètre pour la mettre pile à la bonne hauteur en prenant en compte les 2 épaisseurs d'isolant que je vais mettre plus tard. Si je vérifie à tout moment, je dois bien avoir mes 28 cm d'épaisseur, parce que j'ai mon chaufferon qui fait 8 cm et ensuite j'ai mes 20 cm d'isolant qui viennent là. Donc je mets une première suspente à un bout, la première suspente à l'autre bout, et après je tends en fait simplement un fil de pêche entre les deux. Et comme ça après je n'ai plus qu'à aligner les autres, toujours à la perpendiculaire, mais sur le fil, comme ça je suis sûr que j'ai quelque chose de bien plat. Parce que des fois, là par exemple, le chevron n'est pas parfaitement linéaire. Ça veut dire que là j'avais pas 28 mais j'avais 27,5, là j'avais 27. Et pour être sûr que quand je mette ma plaque de plâtre, ça ne gondole pas, que ce soit parfaitement plat, c'est pour ça que je mets en fait un petit fil entre les deux. Et en fait j'avais vu l'astuce de prends un fil de pêche de couleur jaune fluo, parce que ça se voit super bien, comme ça en plus moi comme j'ai un laser rouge, si jamais je dois faire passer un laser dessus, ça va vraiment contraster avec le fil jaune, et fil de pêche parce que c'est fin mais quand même assez résistant, et ça a une bonne tension, ce qui fait qu'il n'y a pas de fil qui va gondoler sous son propre poids avec la gravité. Là au moins c'est facile à tendre, et il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit parfaitement linéaire. Donc une fois que tout ça c'est fixé, je peux simplement enlever mes fils. Ce que j'avais fait pour éviter de le tenir et de faire des nœuds, c'est que je mets simplement une petite pince autour une fois que je l'ai enroulé pour que ça s'accroche. Et aussi, contrairement à du cordeau de chantier, du fil de pêche comme ça, je crois que ça coûte 3 à 4 euros, c'est vraiment pas cher. Et il y en a, combien ? 250 mètres. Donc même si je le casse, j'en tire plus. Et si un jour j'ai fini tout mon rouleau, c'est vraiment très peu cher. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté avec mes premières suspentes. Une fois que j'ai mis les 2 rangées de suspentes à chaque extrémité, j'ai plus qu'à tirer mon fil pour chaque rangée intermédiaire. Et ça me fera un guide pour poser toutes les suivantes. Grâce à cette méthode, la pose des suspentes devient un jeu d'enfant. Faut juste prendre son temps et bien suivre la ligne. C'est même assez reposant mentalement, enfin moi j'ai trouvé, et perso j'ai bien kiffé. Bon, j'ai donc posé la première surface de suspente sous toiture entre les 2 pannes ci derrière moi comme vous avez vu, mais je me rends rapidement compte que ça prend pas mal de temps, rien que pour ça j'en ai mis pour un peu moins de 2 heures. Déjà parce qu'il y avait le temps d'apprendre, mais surtout parce que c'est assez laborieux, c'est-à-dire que pour chaque suspente, il faut que je prenne mon équerre, que je m'assure que ce soit bien d'équerre, que je le maintienne d'une main, que je pose l'autre, que je prenne ma visseuse, que je fasse mon truc, que je fasse mon trou, des fois ça bouge par rapport au fil, donc ça va pas du tout et je passe mon temps à chercher où sont mes outils, c'est-à-dire que les vis sont par-ci, la visseuse est par là. J'ai donc besoin d'optimiser tout ce process pour aller vraiment plus vite. Et pour ça, j'ai quelques petites idées. La première déjà, c'est de remplacer cette équerre pour que le placement de la suspente sur le toit se fasse super rapidement. Mon idée, c'est donc de créer un genre de patron d'équerre, en fait, dans lequel j'aurais juste à positionner la suspente entre les deux, voilà, comme ça, en fait, que je le pose, hop, contre la toiture. Le truc est bien, je maintiens la suspente, je retire le patron, et là, je sais que je suis parfaitement d'équerre. Voilà, j'ai donc mon patron d'équerrage. L'équerre peut un peu bouger, mais une fois qu'elle est calée, voilà, ça marche plutôt bien. Mais j'en viens aussi à un deuxième souci, c'est qu'à force d'être les genoux contre le sol, je commence à avoir mal aux rotules. Du coup, pour ça, il y a une petite astuce. En fait, dans ce pantalon, j'ai des petites poches pour pouvoir glisser des protections. Et comme j'en ai pas, j'ai juste mis des chaussettes de ski, voilà, roulées en boule, bien épaisses, voilà, bien positionnées. Et franchement, ça me fait des petits coussins. Oh, et là, je suis sur un petit nuage, c'est super agréable. Et mon dernier souci, à savoir que j'ai pas assez de poches pour tout transporter et que ce soit agréable et confortable, j'ai pour ça la ceinture de plaquiste, ou comme j'aime l'appeler, la ceinture du bricoleur. Elle s'attache comme telle autour de la taille, ça confère déjà un style absolument incroyable, là on est vraiment sur le cliché du bricoleur. Ensuite, toutes mes vis, hop là, ça va dans une première poche. J'ai également ma visseuse, hop. Et là, du coup, quand je vais me balader, je vais avoir tous mes outils sur moi à portée de main pour ne plus avoir à les chercher en permanence. Et j'ai même rajouté un petit crochet avec une équerre que j'ai vissée et tordue pour pouvoir, hop, voilà, avoir ma planchette gabarit juste là avec moi à tout moment. Pour la pose, je place la première suspente à environ 10 cm du bord et ensuite j'essaie d'espacer les autres à environ 60 cm en adaptant aux besoins pour aussi retomber à 10 cm de l'autre bord. C'est un peu, voilà, on fait à sa sauce, il n'y a pas vraiment d'obligation, mais en tout cas j'ai trouvé que ça marche plutôt bien comme ça. Et la suite, maintenant tu connais, on met le fil, on met les suspentes intermédiaires et c'est parti mon kiki.
Bon, en vrai, si je dois être honnête, s'il y a bien une petite étape un peu relou dans l'accrochage des suspentes, c'est ce petit espace de soiture un peu nul où il faut se faufiler, être à quatre pattes, c'est vraiment pas très agréable, mais sinon, voilà, en vrai, j'arrête de chouiner, c'est quand même pas si terrible. Et donc, une fois que j'ai accroché tout ça, il faut que je monte mes rails et que j'accroche sur les suspentes, et là, juste ça se clipse. C'est un jeu d'enfant, c'est vraiment trop pratique. Bon, j'ai installé la première suspente, et bah c'est du solide. Franchement, pas déçu. C'est un bon système de fixation, en tout cas pour l'instant. J'ai juste un petit souci, et regardez, je vous montre, c'est qu'il faut que j'accroche, là bon, autour du pied de cheminée, ça devrait aller normalement. Le hasard fait que les deux suspentes vont vraiment de part et d'autre du pied de cheminée. Donc c'est cool. Seul problème, c'est que je peux pas poser l'escabeau à cause du trou. Donc là, ma mission, c'est d'essayer de trouver un moyen de pouvoir opérer en fait dans toute cette zone au-dessus de la trémie d'escalier sans risquer de tomber. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée qui m'est parue très maligne, en tout cas très safe à exécuter. Donc voilà, je vais essayer de cogiter un peu et de faire un truc où je puisse rester quand même en sécurité. C'est toujours appréciable. Bah écoutez, j'ai 3 planches assez longues. 4, ça aurait pas été du luxe, mais je fais avec ce que je peux. Et pour l'instant, ça a l'air de passer. Ce qui est savisant, c'est que quand même ça rebondit bien. Le bois étant un matériau quand même assez flexible, je dis pas que c'est le truc qui me met le plus en confiance, mais normalement, d'expérience, c'est large. Ça se voit que je suis pas rassuré ? Peut-être. Et pour fixer la suspente derrière la cheminée, j'ai accroché ma règle avec des serre-joints pour pas que le rail se déforme et j'ai vissé la suspente déjà clippée dans le rail pile à la bonne hauteur. C'est pas très orthodoxe comme méthode, mais ça marche. Alors du coup, pour faire les joints entre les plaques, j'utilise ce qu'on appelle une petite éclisse. Donc ça se glisse en fait entre les deux fourrures et clac, ça les maintient en place et ça évite qu'il y ait des différences de niveau. Voilà, c'est simple, c'est efficace et ça coûte pas très cher. La deuxième étant trop longue, il faut recouper. Coupure à la cisaille à tôle. Voilà. On vient glisser là-dedans. Et voilà, deuxième rail en place. Il y a juste ce petit bout-là qui me chagrine. Alors certes, on est au-dessus de l'escalier, il n'y a rien qui va appuyer, mais quand même, le fait qu'il y ait des plaques qui vont être suspendues dessus et qui bougent, ça m'enquiquine. Du coup, je crois que j'ai une petite idée. Pour fixer la suspente du milieu, quoi de mieux que d'avoir un tasseau de bois sur lequel la visser. Donc je me suis fabriqué ça à partir d'une chute de bois et je l'ai accroché de part et d'autre aux suspentes déjà existantes. Et après, en m'aidant de ma règle de maçon pour que ce soit bien droit entre les deux, je n'ai plus qu'à visser et c'est bon. Et là, on a un truc solide. Au final, je comprends de mieux en mieux ce qu'on veut dire quand on dit j'ai fait du bricolage, mais là, c'est vachement quali. Du coup, faire du bricolage, ça devient très positif. Et si jamais vous trouvez que mes explications de pose de suspente ne sont pas vos folles, rassurez-vous, je vous comprends totalement et je vous mets à la place en description un lien vers un ou deux tutos vraiment quali qui vous apprendront à refaire pareil chez vous comme de vrais professionnels. Oula, c'était quoi cet accent? Bon, j'ai bien avancé, je suis bien content. C'était une journée bien productive. Là, il va être l'heure de rentrer chez moi. Enfin, pas ce chez moi, l'autre chez moi pour l'instant. Alors, sur ce côté-là, on sent la fatigue qui commence à arriver. Je commence à faire des bêtises. Par exemple, j'ai commencé à mettre trop de suspentes plutôt que de les mettre en quinconce, une sur deux. Ça va pas du tout. Il y a aussi quelques suspentes qui n'étaient pas parfaitement au niveau que j'ai dû régler de l'autre côté. Bref, on sent la fatigue arriver, la répétition, etc. Donc il faut savoir quand prendre une pause. Et pour moi, c'est maintenant. Et sur une note plus positive, j'ai bien avancé. C'est vraiment très cool. Déjà, toute cette partie-là sera du coup prête à recevoir l'isolant quand je le recevrai. Par contre, il y a juste une nouvelle question qui est en train de se poser. Le nouveau problème que je vais avoir, ça va être toute cette partie du ce qu'on appelle le toit cathédral. Donc au-dessus du vide. C'est-à-dire que là, on voit bien que si je baisse, le sol s'arrête assez vite. Et après, comment je vais faire pour accrocher toutes les suspentes, mettre l'isolant de tout cet endroit au-dessus de rien? C'est une grande question. Alors l'idéal, ce serait que j'arrive à choper un échafaudage, mais je ne sais pas du tout où est-ce que je vais aller voir ça. Je pense que là-dessus, je vais me demander conseil à mon papa menuisier, parce que lui, à mon avis, aura peut-être plus de contacts, ou à voir s'il est judicieux de remettre un sol temporaire, le temps de faire tout ça. Bref, je ne sais pas exactement ce qui est le mieux et je verrai quelles sont les meilleures solutions. En attendant, les jours prochains, je vais retourner en bas, faire toute l'isolation des murs extérieurs. C'est déjà quelque chose où je peux bien avancer. On se retrouve donc un autre jour et pour vous, c'est tout de suite. Bon, maintenant que je me suis attaqué aux suspentes de la toiture, ce que je vais faire ensuite, c'est faire les suspentes de la mezzanine. Parce que l'idée du coup, c'est d'avoir un faux plafond qui soit suspendu avec juste assez d'espace pour faire le passage de tous les câbles, les réseaux, etc. Et
Petite astuce, je vais essayer de faire en sorte que le faux plafond en fait arrive exactement à la hauteur des fourrures. Comme ça, en fait, de toutes les cloisons que je vais avoir à mettre sous la mezzanine, je n'aurai pas à en recouper une seule. Et ça tombe très très bien. Parce que si jamais je fais un poil trop haut, toutes mes fourrures vont être juste un peu courtes et ça va vraiment être très chiant pour faire mes cloisons. Et à l'inverse, si je le fais un poil trop bas, je vais devoir recouper chacune des fourrures que je vais installer sur tout l'ensemble de l'étage, ce qui va aussi être très enquiquinant. Comme toujours, j'essaye d'optimiser au plus possible pour faire le moins de travail parce que je suis un gros feignant. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mesuré par rapport à la hauteur de la fourrure exactement là où devait arriver mon plafond fini. Je dois bien sûr prendre en compte l'épaisseur du placo, donc de 13 mm, ce qui fait que mes suspentes devront arriver exactement à ce niveau-là. Donc ensuite, hop, je prends mon niveau laser, je le mets pile à hauteur, voilà. Et là, on est bien pile poil au niveau du trait où je veux que ça arrive. Et si on regarde toujours avec ma fourrure ici, on voit bien que ça arrive juste en dessous du niveau du placo fini, donc là où il y aura le futur rail. Ensuite, pour l'espacement, ça va être comme pour le poids de toiture, même principe, je garde 10 cm de marge par rapport au rebord. Ensuite, donc, j'ai marqué les emplacements au marqueur déjà, pour avoir tous les 60 cm l'emplacement de mes premières suspentes. J'ai fait pareil aussi de l'autre côté de la pièce, donc ce qu'il me reste à faire, c'est mettre mes 4 premières suspentes pour faire mon rectangle, voire un peu plus, parce que comme j'ai mon encoche de mur, ça va faire un peu plus que 4 suspentes. Je peux pas mettre ces suspentes si je dois... Attends. Si je dois péter mon mur... J'étais en train de réfléchir, mais en fait c'est vrai que j'ai complètement oublié, mais ce bout de mur doit partir, parce qu'à la place c'est là où il y aura la future verrière pour la chambre qui est derrière. Et j'avais même déjà noté exactement où était la fin du mur. Putain, j'ai complètement oublié que ce truc devait partir. Bon on dirait qu'il y a encore un peu de démolition à faire. Et j'oublie pas de sonder les murs pour savoir s'il y a des câbles restants derrière ou pas. On sait jamais. Là, il n'y a plus rien. La prise électrique qui reste en bas est de l'autre côté du mur. Et ici, en fait, tous les câbles qui restaient, c'est ceux qui ont été coupés dans l'encadrement de porte. Du coup, je suis clean. Et cette fois-ci, je vais quand même essayer de faire ça plus proprement que d'habitude, à savoir faire une tranchée à la meuleuse d'un côté et de l'autre, et ensuite d'abattre le mur pour avoir une coupe bien nette, bien propre. Ah la fumée que ça fait. Ouh. Par contre c'est ouf, mais ça coupe vraiment comme dans du beurre. Ah ouais, mais là j'ai enfumé toute la pièce. Waouh. C'est un truc de dingue. Quand on dit que le plâtre ça fait de la poussière, je suis vraiment content d'avoir mon masque, parce que waouh. Je crois qu'il faut ouvrir un peu les fenêtres avant de continuer. Ouh. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir nettoyer. Parce que j'en ai encore mis partout. Si seulement il y avait le moyen de tout démolir sans jamais avoir à nettoyer, je serais le premier client pour ce genre de truc. Du coup, comme je vous ai expliqué, pour les suspentes de plafond, c'est comme pour la toiture. Je place bien correctement mes extrémités, puis je tends mon fil de pêche entre les deux et je peux aligner le reste en suivant le guide. Suivez le guide. Et pareil, de l'autre côté, bon, je pense qu'à ce stade, vous avez capté, je n'ai plus besoin de vous expliquer. Et comme mon plafond n'est pas un rectangle parfait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, il faut que je place les extrémités autour de l'encoche aussi. Et après, il reste à tirer mes lignes sur tout le plafond, et là je suis bien content d'avoir autant de longueur de fil, franchement c'est trop pratique. Vient de m'arriver un truc. J'étais tranquillement en train de visser mes suspentes, quand tout à coup, ma visseuse ne vise plus. Je crois qu'il y a un truc à l'intérieur qui est pété, mais en gros, quand j'actionne la gâchette, le truc ne tourne plus. C'est pas juste l'embout, c'est vraiment ça là qui tourne pas du tout.
Bah je vais devoir l'ouvrir, parce que j'ai les tournevis pour ça. Opération sauvetage de visseuse, déjà parce qu'au moins j'aurais pas à en racheter une autre, et en plus bon on sait jamais, il y a peut-être moyen. Donc je l'ai ouvert complètement, et après quoi j'avais tout nettoyé le mécanisme, j'ai rien trouvé d'anormal, j'ai donc tout remonté, et suspense... Non. Oui. Ça marche encore. Les amis, le chantier peut reprendre, parce que j'ai réparé la visseuse. Maintenant que je suis de nouveau équipé, je vais pouvoir continuer la pose de mes suspentes, et je suis beaucoup trop hypé. Et pour que vous voyez un peu mieux comment je me sers du fil comme guide, je place ma suspente à peu près dans le guide à la perpendiculaire et je place ma première vis en haut. Ensuite, j'ajuste au poil de cuivre pour que ce soit bien aligné dans l'encoche et je mets la deuxième vis pour bloquer. Il faut surtout pas que ça déforme la ligne qui elle doit rester bien droite. C'est l'heure du tuto bricot. Voyons donc étape par étape ce qu'il va falloir pour isoler ce mur là derrière moi. Pour réaliser cette construction, il vous faut donc des lisses ou lisses clips, je crois que ça s'appelle comme ça, parce qu'on va venir clipper en fait dedans les montants qui viennent. Ça a une coupe comme ça en fait un peu en J, sur lequel il y a la plaque de placo qui va aller d'un côté et de l'autre en fait on va pouvoir rentrer les montants qui vont se clipser dedans. Il vous faut également des fourrures, à ne pas confondre avec la fourrure animale, celle-là est en métal, ça a une section en U avec des petites lèvres sur le dessus et ça c'est ce qui va aller dans un sens en horizontal sur lequel on va venir clipser les appuis et aussi en vertical sur lequel viendra se visser les plaques de placo. Et c'est seulement avec ces deux types de rails qu'on va faire toute l'ossature du mur. Chacun étant utilisé de manière horizontale ou verticale avec de multiples usages et c'est ça qui fait que c'est assez universel et très pratique. Mais ce n'est pas tout. Dans mon cas, il me faudra également des appuis de type Optima 2 qui se composent donc des appuis d'un côté et des petites clés de fixation qui viennent simplement se fixer dessus, un quart de tour et c'est fixé et ça ne bouge plus. D'un côté sur le mur, on va venir clipser les appuis et de l'autre, les petites clés vont également se clipser sur les fourrures. Et après, on n'aura plus qu'à faire un quart de tour et ça marche. Et enfin, c'est très pratique, mais je vous conseille d'avoir aussi une chute de placo parce qu'on va s'en servir des fois pour vérifier les écarts et que la plaque va bien passer dans la construction. Ensuite, au niveau des outils, il vous faudra un mètre, un marqueur ou un crayon gras, des chevilles à frapper. Ici, c'est de la 6 mm de diamètre, mais c'est pas le plus important tant que ça marche. Un marteau, parce qu'il va bien falloir frapper toutes ces chevilles. Une cisaille à tôle pour pouvoir venir couper tous ces montants. Une perceuse à percussion, ou ce que j'appelle une tamponnette. Une visseuse, des vis, un mètre laser, une paire de gants, pas obligatoire mais toujours pratique. Une pince quelconque, pareil, pas obligatoire mais c'est toujours utile. Et enfin, pareil, pas obligatoire mais toujours pratique, une meuleuse équipée d'un disque qui puisse couper le métal. Bah c'est déjà pas mal, je pense qu'on va pouvoir commencer. Et du coup, quelles sont les étapes? Pour commencer, je viens positionner mon mètre laser et marquer au sol avec le marqueur où seront exactement l'emplacement des futures lisses. Donc je mets mon trait à 16 cm en bas, et grâce à mon mètre laser, je peux le reporter en haut et en bas et être sûr que ce soit parfaitement d'aplomb. Je viens ensuite positionner ma lisse et au besoin, je peux la découper s'il y a des obstacles qu'il faut contourner. Ah! Il faut aussi s'assurer que le sol est bien propre et dépoussiéré avant de faire l'installation. Ensuite, là j'ai de la chance, ma lisse est pré-percée. Mais si ce n'était pas le cas, je pourrais également percer directement à travers avec un forêt béton et la tamponnette, ça marche très bien aussi. Hop. Et pour percer, comme ici c'est une dalle béton, j'utilise un forêt béton, et pour le diamètre, j'ai des chevilles à frapper en 6 mm, donc j'utilise un forêt de 6 mm. Si j'avais des chevilles à frapper de 8, un forêt de 8, etc. T'as compris. Ta ta ta, ta 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 ta. Et pour être sûr que je vais assez profond, j'avais rajouté au marqueur une petite marque sur mon forêt pour me dire bah, j'ai ma taille de ma cheville, je rajoute un peu de gras et je suis sûr d'aller assez profond pour le trou. Un petit coup de balai, disparaît tout ce qui t'embête. Un petit tour de magie, un whiz, un flash. Une fois que j'ai mon trou, hop, cheville. Et évidemment, c'est mieux d'avoir un marteau avec un petit côté fin comme ça, parce que pour pouvoir venir taper jusqu'au fond de ma lisse, sinon avec le gros côté, bah ça ne va pas jusqu'au bout. Et j'aime bien me protéger aussi les oreilles parce que ça fait pas mal de bruit. Alors si des fois ça a du mal à rentrer, j'aime bien remettre un petit coup. Pour être sûr que ça rentre bien nickel. Et pour la lisse haute, comme j'ai une petite épaisseur de plâtre mais après j'ai du bois au-dessus, bah je vais simplement pouvoir utiliser des vis et ma visseuse. Voilà. Ah oui, et petit tuto simple pour découper une tôle. J'ai ici ma cisaille, j'ai fait ma marque juste là. Je viens donc, hop, mettre ici. Je fais une entaille d'un côté. Je fais cette même entaille de l'autre côté, comme ceci. Une fois que j'ai entaillé mes deux côtés, bah, la tôle normalement se casse quasiment toute seule. Et ici, il ne me reste plus qu'un seul côté à couper. Clac.
Et voilà. Plutôt facile quand il y a une forme de U comme ça. C'est solide tout ça. Une fois que mes lisses du bas et du haut sont placées, je vais mettre mes fourrures horizontales sur le mur. Donc pour ça, je vais les mettre normalement à 1,35 m de hauteur, et quand j'ai une fenêtre, je vais en mettre en dessous et au-dessus. Et pour fixer, c'est comme la lisse du bas, une perceuse à percussion et les chevilles à frapper. 1,35 m, 1,35 m. Maintenant que mes fourrures du haut et du bas sont fixées, je vais maintenant couper les montants pile à la bonne hauteur. Enfin, je parle de montant, mais ici le mot exact c'est fourrure verticale. Pour ça, je peux utiliser 1 mètre, ou parce que je suis feignant, ou on va dire pour plus de précision, j'utilise un mètre laser. 2,59,5. 2,59,5. Le problème, c'est avec la cisaille, en fait, ça a tendance à déformer les petites lèvres du haut là, et après, en fait, ça dépasse de la lisse. Donc quand ça arrive, j'utilise une pince pour redresser. Et là, normalement, quand c'est redressé, voilà, ça rentre nickel. Mais du coup, c'est pour ça que j'utilise plutôt la meuleuse pour ce genre de déco, parce que ça a tendance à moins déformer le matériau. Et là, si je me suis pas trompé, pile poil. Bon, par contre, il faut bien garder en tête l'espacement de toutes les fourrures que je vais poser, à savoir que ce soit des demi-plaques de 60 ou des plaques entières de 120 cm de large, il faut quand même mettre une fourrure tous les 60 cm de large. Donc on prend le petit mètre, 60. J'espère que vous appréciez la vue. 240, ah 240, il va tomber au milieu, non. Ça va être relou. Ensuite, je reporte mes mesures au plafond, et pour être sûr d'être bien droit, j'utilise pour ça mon mètre laser. Voilà. Et maintenant, je vais installer les appuis Optima, mais là, il faut savoir qu'ils sont trop longs, c'est normal, c'est du 75-160, donc en fait, c'est compatible d'une épaisseur de laine de 75 à 60 mm. Donc là, moi j'ai 140, ils sont un peu trop longs, je vais pouvoir juste tous les recouper et les installer. Et pour être sûr que je le mets au bon endroit, je vais remettre mon mètre laser aligné avec les deux encoches. Ah, pile au milieu. Si jamais il se trouve que je me suis un peu trompé et le truc n'est pas totalement centré, petit coup de marteau permet de le remettre bien droit. Non, il m'en manque. Oh le seum. Surtout que genre une boîte de 40 ça coûte quasiment 100 €. Et il m'en manque même pas une dizaine. Oh, je vais devoir en racheter pour ça quoi. Bon, bah rendez-vous demain quand j'en aurai trouvé plus. Malheureusement, ils n'avaient pas le modèle exact au magasin du coin, mais j'ai trouvé un substitut qui a l'air compatible, en tout cas, j'ai l'impression. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé des appuis. Bon, la seule différence, c'est que c'est pas la même marque, mais franchement, après avoir bien regardé, bah c'est vraiment exactement la même chose, avec un système légèrement différent. Je pense que c'est pour éviter de se faire accuser de plagiat par Isover, parce que les propriétés intellectuelles, tout ça, j'imagine que c'est pas facile. Mais après essai, bah c'est tout à fait compatible et ça marche tout aussi bien. L'avantage, c'était même un peu moins cher. Je viens d'en installer une là, et en fait, bah la couleur change, le système de serrage est un peu différent. La seule différence que là, en fait, c'est simplement un truc qu'on vient, hop, appuyer et qui empêche de glisser, un espèce de taquet qui rentre dans le trou, alors que l'Optima, c'est avec un levier. Voilà, c'est vraiment la seule différence. Sinon, à part qu'il y a peut-être un poil de jeu en plus, je sais pas si c'est la différence de prix qui l'explique ou quoi, mais sinon, ça marche exactement pareil. Et si jamais, comme ici, il y a un peu de jeu au moment de la fixation, bah je prends juste une pince comme ça et je viens resserrer un peu la fourrure pour être sûr que ça pince bien, en fait, l'appui. À présent, il faut que je m'intéresse aux fenêtres et notamment au cadre des fenêtres dans lequel le placo va venir se glisser pour faire un joli contour. Par contre, pour l'appui du bas, il faut être sûr que quand on appuie sur le placo, bah ça ne va pas traverser et s'effondrer. Donc pour ça, j'ai rajouté une petite lisse de la largeur de la fenêtre dans laquelle on viendra insérer la plaque de plâtre. Je mesure la largeur de ma fenêtre, 185. Je reporte ma mesure, snip, snap, je coupe. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir la visser dans la tapée en bois. Bon là, après, j'ai les appliques ici qui servent à maintenir la fenêtre, j'avais pas prévu, donc je vais devoir couper pour passer autour. Et après, comme c'est un appui en bois, bah, je pourrais simplement visser à travers avec des vis classiques. On casse et on coupe.
Voilà. Et là, l'idée, c'est que ça vienne comme ça, en appui. À présent, pour les contours de fenêtre, en fait, je viens simplement poser une fourrure comme ça, de manière verticale. Je vais prendre une chute de plate, toujours la même, que je viens positionner. Alors ici, je veux que ce soit bien perpendiculaire par rapport à la fenêtre. Voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, j'utilise mon mètre laser pour venir positionner. Voilà. Et là, c'est pas mal. Je marque bien les emplacements en haut et en bas de la fourrure. Et je viens placer une suspente juste derrière, comme ça j'ai bien ma fixation en 3 points et c'est bon. Je rencontre, comme tu dirais, un petit souci. En fait, là, j'ai une évacuation qui est un peu trop, qui dépasse en fait de là où je veux mettre le rail. Du coup, j'ai un plan. En fait, comme je peux pas tomber dedans à cause de ça, je lui construis, hop, une petite extension sur laquelle je vais mettre en fait une première lisse comme ça, et la deuxième que je vais simplement fixer les deux lisses ensemble là pour avoir un truc qui soit solide et qui puisse venir réceptionner du coup la fourrure bien comme il faut. Est-ce que je vais y arriver? C'est une autre question. Voilà, et maintenant que mes deux pièces sont attachées ensemble, oui. Après, je suis pas trop satisfait de la manière dont ça bouge parce que normalement l'idée c'est que le bas soit bien attaché. Du coup, je pense que je vais faire il y a moyen de les visser ensemble, ça devrait aller. Par contre, avec derrière, après quelques réflexions et plusieurs essais, j'ai trouvé un truc qui peut marcher. En fait, qui va servir simplement de support entre le mur et le truc et qui fait que normalement ça devrait être solide, mais quand même permettre le passage des futurs tuyaux dans l'évacuation. Et le test de solidité. Top! Et voilà. Nickel. Ensuite, on va faire les fourrures qui vont aller en dessous et au-dessus des fenêtres. Et pour ça, il faut juste mesurer la hauteur du sol jusqu'à où sera la plaque de placo. Et ensuite, on coupe, on installe. C'est facile, c'est rapide. 7.5. Et ensuite, je n'ai plus qu'à les installer. Et voilà. Normalement, j'ai tellement confiance que... Nickel! C'est du solide! Et pour finir l'ossature de ce mur, je fais juste pareil en haut des cadres de fenêtres avec des petites butées, des lisses, bref, c'est tout pareil, juste dans l'autre sens. Du coup, on récapitule tout ça ensemble pour voir si vous avez bien suivi. Je commence par mesurer et découper mes fourrures pour les mettre horizontalement sur le mur. Pour percer, j'utilise ma perceuse à percussion équipée d'un fourré à béton de la taille de vos chevilles. Je fais le petit trait pour être sûr de ne pas aller trop loin dans mon mur, on ne sait jamais. En théorie, grâce à la percussion, on peut arriver à percer directement à travers le métal puis le mur, mais moi j'y arrive pas trop, donc je préfère la technique du je le mets par terre et je perce directement à travers le métal, ça marche très bien. Et après c'est facile, reste plus qu'à percer le mur aux endroits où on a fait les trous. Et pour accrocher, moi j'utilise des chevilles à frapper, à savoir que ça peut dépendre de la nature de votre mur, faut essayer un peu et voir ce qui est le mieux, mais pour moi là ça marchait super bien. Pour les cadres autour des fenêtres, les rails vont en haut et en bas de la fenêtre en position horizontale. Après ça, on passe à l'installation des lisses en haut et en bas. Alors je commence par les mesurer et les découper aux bonnes longueurs, et je les mets dans le sol avec des chevilles à frapper toujours. Et une fois que j'ai placé mes lisses en haut et en bas, je viens y insérer ma fourrure en verticale et j'insère les appuis pour pouvoir positionner l'appui intermédiaire et avoir ainsi des rails qui soient bien solides avec une fixation au moins en 3 points. Pour la fourrure verticale qui vient se passer contre le cadre de la fenêtre, j'utilise ma chute de placo pour être sûr qu'elle soit bien à la bonne distance et je règle l'aplomb avec mon niveau laser. Et quand mes montants sont bien alignés, j'utilise une pince à sertir pour sécuriser leur emplacement en haut et en bas et m'assurer que ça ne bougera plus de manière latérale. Je continue à marquer les emplacements de mes futurs montants tous les 60 cm pour respecter l'écart des plaques et je viens les insérer tranquillement avec les appuis au mur. Une fois qu'ils sont bien liés, j'ai plus qu'à mettre la lisse sur le dessus pour vérifier que ça passe bien et pour les réglages en vrai, on fera ça plus tard après avoir mis la laine.
Et pour le rebord de ma fenêtre, je place une lisse clip directement sous le cadre dans lequel viendra s'insérer une plaque de placo qui fera l'appui bien solide. Et c'est tout pour le récap. Après, il faut savoir que j'ai un peu triché parce qu'en fait, il n'y a que les appuis qui sont de la marque Isover. Après, normalement, on est censé acheter les fourrures de la marque officielle, les lisses, pareil. Enfin voilà, il y a tout un univers Optima qui fait que c'est assez propriétaire, c'est assez niche, c'est super facile d'utilisation, mais c'est beaucoup plus cher que la concurrence. Mais pour ça, il se trouve en fait, les lisses, elles, c'est un truc assez universel, ça se trouvait facilement ailleurs. Et les fourrures, j'ai simplement pris de la fourrure style F530 qui, après quelques recherches et des indications sur les forums, je me suis aperçu que c'est exactement le même produit, c'est juste plus long, donc pour moi ça m'arrangeait parce que j'ai besoin d'aller très haut sur ce mur-là, et c'est parfaitement compatible avec les éléments du système Optima. Et du coup, ça me fait réaliser des belles économies. Et voilà, l'ossature est maintenant terminée pour cet épisode. Alors, j'ai évidemment pas fini du tout, mais pour ce qui est de l'isolation extérieure, il reste juste la partie de toiture qu'on avait vue, que je ne peux pas faire pour l'instant parce que je n'ai pas d'échafaudage, mais c'est une réflexion qui est en cours. Mais pour tout ce qui est du reste, eh bien, mon travail est à présent terminé. Alors, quelle est la prochaine étape? Ça va être évidemment de remplir tous ces murs d'isolant. Mais, j'ai fait mes petites recherches et il se trouve que c'est mieux que, avant de mettre l'isolant, de faire passer tous les câbles et la gaine électrique. Et ça, c'est pas moi qui vais le faire, c'est l'électricien. Donc, en attendant, je ne vais pas pouvoir avancer plus sur l'isolation des murs extérieurs, ni ne serait-ce que sur le reste des cloisons, parce qu'un électricien doit venir passer et mettre tous les éléments qu'il faut. Du coup, on récapitule les prochaines étapes dans l'ordre, ça va être le passage de l'électricien et du plombier pour faire tous les réseaux, y compris dans les murs extérieurs. Ensuite seulement, je pourrais finir d'isoler, plaquer mes murs extérieurs, ensuite finir de faire mon plafond de mezzanine, plaquer le plafond de mezzanine, et enfin faire les cloisons intérieures, isolation, plaquage, tout ça, ce sera fini, ce sera bien. Donc comme vous le voyez, j'ai encore du travail pour terminer la WAP, ossature isolation placo, et ce sera donc pour une prochaine vidéo, parce que je suis déjà bien fatigué, et je dois surtout préparer tout ce qui est les plans pour le passage de l'électricien, du plombier. J'ai déjà les plans d'architecte, mais il faut juste que j'apporte 2-3 modifs par rapport à des décisions que j'ai faites sur le placement d'un luminaire, sur où était un conduit d'évacuation. Voilà, ce genre de choses, c'est très important d'avoir tout ça qui soit bien carré et bien fait avant le passage des professionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine. Ah